Salut mes évasions voiliers. Mes évasions voiliers? Non, mes espadons voiliers. Je confondais avec le titre de la vidéo. Bah justement d'ailleurs, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est déjà allé en tôle? Parce qu'en fait, il faut que je vous dise, il s'avère que... Attends, quoi? T'as déjà fait de la prison, Chris? Alors eh bien, peut-être pas... Bon, il est vrai que j'ai pas trop fait de la prison, quoi. Et c'est pas prévu pour le moment. Mais comme vous le savez, j'aime bien les expériences. Et du coup, la question de l'enfermement m'intéresse particulièrement. Alors peut-être qu'un jour, je sais pas, je ferai un truc sur le sujet. Bref, là n'est pas la question, puisqu'aujourd'hui, on s'intéresse à la prison. Et si certains prisonniers acceptent leur sentence sans dire un mot, d'autres sont prêts à tout pour retrouver la liberté. Et c'est ce dont on va parler. Mais il n'est pas question de gars qui attendent bien sagement en espérant qu'il y ait une faille dans le système. Non. Là, on va parler d'hommes ultra créatifs, plutôt malins et très impliqués dans leur fuite. Parce que entre un mec qui a toujours rêvé de devenir facteur et qui a réalisé son rêve en prison, un général d'armée qui a vachement bien révisé son allemand, ou même un bandit littéralement prêt à tout faire péter, et un trio super doué, laissez-moi vous présenter ces hommes qui ont trop bien réussi leur évasion. Richard Lee McNair. Bon, lui, il est né le 19 décembre 1958 aux States. Et bon, quand il est jeune, il commet pas mal de larcins avec plusieurs petits séjours en tôle. Et comme il fait souvent des séjours en tôle, bah du coup, il est rapidement surnommé le roi des évasions. Parce que c'est pas une ni deux, mais 3 évasions qu'il a fait. Il y en a une au commissariat et 2 en prison. La première fois, c'était en 1987 et il avait 29 ans. Là, petit cambriolage qui tourne mal et il est surpris par 2 hommes. Il en tue un et il tire 4 balles sur l'autre. Et après son arrestation, Richard est emmené dans un commissariat et il est menotté. Et là, il va utiliser un objet assez insolite pour se libérer. Genre un gadget incroyable à la James Bond? C'est beaucoup moins stylé, parce que c'était un labello, le truc qu'on met sur les lèvres, quoi. Parce qu'en fait, il va lubrifier ses mains pour se libérer de ses menottes. Et là, après, il y a une course-poursuite à pied dans la ville, il finit par sauter du toit d'un immeuble de 3 étages, et il se blesse. Il est transféré alors à un hôpital, puis dans une autre prison. Et là, pendant 5 ans, il reste en tôle, puisque je rappelle quand même qu'il a tué une personne, il en a gravement blessé une autre, et donc 5 ans plus tard, il réussit sa 2e évasion du pénitencier de Dakota du Nord. Et là, avec une nouvelle méthode assez ambitieuse, puisqu'il a rampé dans la conduite de ventilation. Et si ses 2 collègues ont été capturés presque aussitôt, Richard a pu profiter provisoirement de sa liberté. C'est grâce à son sens du déguisement et à son efficacité à voler des voitures qu'il a pu vivre au grand jour pendant plus de 10 mois avant d'être finalement retrouvé. Considéré comme un détenu à problème, Richard subit de nombreux transferts dans différentes prisons avant d'atterrir au pénitencier de Pollock, réputé pour ne laisser passer aucun détenu. Et maintenant qu'il est dans une nouvelle prison, Richard souhaite à nouveau s'enfuir. Et en avril 2006, pratiquement 15 piges plus tard, là il a l'occasion de s'évader de nouveau, mais de façon très créative, parce qu'il s'envoie par la poste. Je vais m'envoyer par la poste. Alors j'ai déjà entendu cette histoire, mais j'étais persuadée que c'était une vieille légende. Eh bien pas du tout. En gros, Richard bossait pour un service de la prison qui consiste à réparer de vieux sacs de poste. Et il savait que le matos finissait par sortir de la prison sur des palettes. Et donc ça lui a donné une petite idée. Pendant plusieurs semaines, il s'est fabriqué une nacelle de sécurité. Et donc c'était en fait une cachette d'évasion. Et là, il a empilé du matos pour se faire une cabane sur sa palette. Et le tout recouvert de sacs de poste. Et il a caché un tube respiratoire car il savait qu'il restera là pendant un petit moment, ainsi que de la bouffe, de l'eau et des médicaments. Et quand la palette a enfin été livrée et que donc il est sorti de prison, il a pu en sortir ni vu ni connu. Sauf que là, manque de bol, en sortant de l'entrepôt, il tombe nez à nez avec un flic. Les boules, quoi. Ça, c'est con! Oula, j'en connais un qui va très vite retourner en prison. Eh ben en fait, non, pas tout de suite en tout cas. Parce que McNair réussit à se faire passer pour un jogger qui passait par là, alors qu'il n'a pas de carte d'identité. Et pire encore, grâce à sa tchatch, en fait, il se tape un fou rire avec le flic comme s'ils étaient potes. Là vraiment, du coup, c'est vraiment la vidéo de surveillance qui a été filmée. Et donc, voilà, il tape l'amitié avec le flic et puis il se casse. Et après sa fuite, il y a une cavale d'1 an et demi à travers les USA et le Canada avant d'être à nouveau là arrêté. Et donc là, il est de nouveau en prison et il est détenu dans une prison ultra sécurisée. Désormais, il est un peu âgé, il a 63 ans. On se demande est-ce qu'il pourra être capable de s'échapper encore une nouvelle fois. Le général Henri Giraud. Là, on part avec un militaire français qui est né en 1879. Autant vous dire qu'il est plus vivant, là. Mais vous voyez, ce militaire, il a gravi les échelons dans l'armée. Et finalement, il est devenu général d'armée. Il était très impliqué dans la Seconde Guerre mondiale. En gros, c'est quelqu'un qui pesait. Sauf que, il est capturé par les Allemands le 19 mai 1940. Là, il est emmené dans la forteresse de Königstein, à Dresde, en Allemagne. En gros, c'est un centre d'internement de haute sécurité pour les prisonniers de guerre les plus prestigieux. Et là, Henri se dit que ça va être compliqué de creuser les murs qui sont très épais. Mais il est quand même
déterminé à s'échapper. Et en plus, il a un autre avantage, les évasions sont rares dans cette prison, puisque les détenus sont plutôt âgés. Et donc là, il n'y aura pas ou pas trop de soupçons. Et Henry, il comprend très vite qu'il va quand même galérer à sortir s'il n'a pas des complices avec lui. Mais à quel moment il va réussir à se trouver des alliés? C'est pas ce qui court les rues quand t'es prisonnier de guerre. C'est clair. Et justement, il doit trouver des complices à l'extérieur. Et donc du coup, c'est quand même mieux qu'il apprenne l'allemand, hein. Sinon il peut être vite repéré. Et donc pendant plus d'1 an, Henry va suivre des cours donnés par le chef de la forteresse. Du coup, il est tellement impliqué qu'en fait, il parle en allemand avec les gardes et il bosse 3 heures par jour. Bref, il en veut vraiment, tu te dis, oh, c'est vraiment formidable, il apprend notre langue, il a vraiment envie de s'intégrer, quoi. Et en parallèle de ça, notre Henry garde le contact avec sa femme via des lettres qui sont évidemment surveillées. Mais grâce à un code secret défini entre eux, ils réussissent à mettre au point l'évasion d'Henry. En effet, le plan se déroulait en 2 temps. En France, son épouse Céline était chargée de lui envoyer des accessoires pour son déguisement dans des boîtes de soupe, de trafiquer ses papiers d'identité et de lui chercher des complices pour l'aider une fois échappé. De son côté, Henry devait continuer à améliorer son allemand et se fabriquer une corde pour descendre la forteresse en rappel une fois le moment venu. Et donc, après quasiment 2 ans de préparation intensive, le jour J arrive enfin. Et ainsi, malgré une ancienne blessure et ses 63 ans bien tassés, avec l'aide de 2 complices, Henry enjambe le mur de la forteresse et fait sa meilleure descente en rappel, entre 2 tours de garde. Et puis, une fois qu'il s'est éloigné de la forteresse, il enfile les accessoires envoyés par sa femme. Et là, il en profite pour raser la moustache, ce qui peut être pratique parce que justement, t'es moins reconnu, quoi. Ah oui, donc le gars est en fuite et il prend le temps de se faire une petite beauté, comme ça, sans pression. Puis Henry finit par retrouver son ancien complice, Roger, un ancien sous-officier à lui, venu le récupérer, et ainsi, ils rejoignent ensemble la gare. Et là, c'est le début des emmerdes. Il y a plein d'annulations de trains, ils doivent choper des correspondances qui le retardent aussi, alors que le temps est compté. Et sachant que Dresde est tout à l'est de l'Allemagne, c'est vraiment un putain de bordel pour circuler et rejoindre la France. Il y a même des contrôles réguliers, je ne vous le cache pas, avec des flics qui surveillent un peu tout. Surtout qu'en vrai, 3 jours après, donc le 20 avril, c'est l'anniversaire du petit moustachu. Et là, je parle pas de Henry, mais du coup du célèbre dictateur. Donc, à ce moment-là, tous les SS sont au taquet. Surtout, ils sont de sortie, ils fêtent le truc, c'est trop cool et tout. Et donc voilà, gros stress et panique. Mais bon, comme Henry parle désormais très bien allemand, il passe plutôt inaperçu. Et heureusement, en vrai, parce que après 8 jours de cavale, Henry arrive enfin à Sainte-Foy, qui est une petite ville au-dessus de Lyon, très sympa, un peu bourge, un truc comme ça, quoi. Eh ben, il a des sacrées coronesses, le gars. Ouais, mais en même temps, tu sais, il est pas à son coup d'essai. Il a pas non plus gravi les échelons, en fait, de l'armée pour rien. Par exemple, 28 ans plus tôt, il a été capturé par l'ennemi pendant la bataille de Guise. Malgré un poumon perforé, il s'évade de l'hôpital militaire allemand, il se fait passer pour un palefrenier, avant de rejoindre la Belgique dans une roulotte de forain pour retourner combattre en France. D'ailleurs, il avait écrit un livre qui s'appelle Mes évasions. En gros, il avait ça dans le sang, le gars. Antonio Ferrara. Lui, il est né en 1973 dans le sud de l'Italie. Et il débarque en France très tôt. Là, il fait son enfance à Choisy-le-Roi, une banlieue parisienne, très sympa. Non, je sais pas. Alors, tu te tais alors. En tout cas, Antonio, dit Nino, bascule dans la délinquance vers les 18 ans. En gros, il y a le manque de perspectives d'avenir, difficulté à maîtriser le français. Et donc, il est condamné pour la première fois à 21 ans. Et là, il fait quelques mois de prison avec sursis. Mais à partir de là, c'est la dégringolade. Parce que Antonio bascule dans le grand banditisme. Ah ouais, en mode braquage de banque, cagoule intégrale et grosse calache. Ah ça ouais, on peut le dire. En fait, il est soupçonné de trafic de drogue, de plusieurs braquages à main armée et même d'une tentative de meurtre. Mais c'est une nouvelle compétence qui va le rendre célèbre, son aisance avec les explosifs. Non, je vais l'enflammer un peu après. Vous allez voir comment ça crame bien. Baptiste, il est en train de faire brûler un truc dans sa chambre. Et d'ailleurs, il aurait même inventé la technique dite de la parabole, qui consistait à ouvrir une brèche dans des fourgons blindés grâce à une parabole. En gros, une antenne donc à laquelle était accroché l'explosif. En gros, si vous mettez l'explosif dans la parabole, elle est censée tout renvoyer dans le même sens, et donc ça permettait de concentrer l'effet de souffle lors de l'explosion. Voilà, c'était net, sans bavure, vous aviez un trou, vous rentrez, nickel, boum. Et puis voilà, quelques années plus tard, Antonio est arrêté et il est emmené en prison. Mais voilà, il ne fera pas long feu là-dedans, puisque quelques mois après, du coup, lors d'un transfert à l'hôpital, il en profite pour se tailler. Et pendant sa cavale, Antonio / Nino va continuer ses attaques de fourgons blindés un peu partout en France. Et ce n'est que finalement 4 ans après qu'il est envoyé dans la prison de Fresnes, pas très loin de Paris. Et voilà, c'est la fin du rêve pour Antonio. Eh bien, pas du tout. Parce qu'en réalité, Antonio a super bonne réputation dans le milieu du grand banditisme. Parce qu'en plus d'être super doué avec les explosifs, c'est un mec plutôt cool, qui est serviable et surtout très fiable. Bon, en tout cas, Antonio, il est irremplaçable pour les casses et ses collègues veulent absolument le récupérer. Parce que il est en tôle à ce moment-là. Et c'est ce qui arrive alors que Antonio fête ses 30 ans. À ce moment-là, il est bien enfermé en prison, il est 4h du matin et d'un coup, il y a d'énormes explosions.
Là, une dizaine d'hommes lourdement armés débarquent avec des kalachnikovs, des lance-roquettes et des mitraillettes. Et ils prennent d'assaut la prison. Attends, je suis pas experte en sécurité de prison, mais comment c'est possible que ça arrive un truc pareil? C'est pas censé être super surveillé un établissement du genre? Alors oui, mais en fait, il y avait de la préparation. Parce que 2 jours avant l'attaque, Antonio refuse une fouille au corps. Là, c'est la sanction immédiate. On peut pas te fouiller, mon pote. T'es envoyé en cellule de quartier disciplinaire. C'est un bâtiment isolé situé à moins de 15 mètres du mur arrière de la prison. Voilà, le jour de l'attaque, ses complices vont créer une brèche dans le mur arrière en tirant sur des miradors. Et donc, pendant ce temps-là, Antonio fait péter les barreaux de sa cellule grâce à de l'explosif qu'il a réussi à avoir en prison. Peut-être grâce à la complicité d'un gardien, là, on sait pas. Et là, c'est très rapide, puisqu'en 12 minutes top chrono, c'est plié, Antonio est libéré. Et d'ailleurs, faut le dire, mais à ce moment-là, Antonio devient le prisonnier le plus recherché de France. Et du coup, je vais faire péter mon propre explosif. Pas très impressionnant, quoi. Oh, fait chier. C'est nul! Bon, ça n'a pas à péter, c'était un feu de paille. Mais finalement, c'est un petit peu comme sa cavale, puisque sa cavale ne va durer que 4 mois. Il est remis en tôle et il va pas en sortir pendant 19 ans. Et ce n'est que 19 ans plus tard qu'il est libéré, et alors on est en juillet 2022. C'est très récent. Et là, désormais, il vit une vie tranquille avec sa femme et ses 2 enfants. Désormais, il a 49 ans, et on pourrait se poser la question, est-ce qu'on peut arrêter d'être bandit quand on a fait ça toute sa vie? Frank Morris, Allen West, Clarence et John Anglin. Vous savez, il y a des prisons où on se dit que c'est impossible de s'en échapper. Tellement elles sont difficiles d'accès, quoi. Et c'est justement le cas d'Alcatraz, quoi. Voilà, c'est extrêmement connu, je pense, c'est le pénitentiaire le plus surveillé des États-Unis jusqu'en 1963, qui est la date de sa fermeture. Et Alcatraz, c'est construit sur un piton rocheux en pleine mer, dans la baie de San Francisco. C'est quand même bien perdu, Et c'était tellement bien défendu qu'il y avait un gardien pour 3 prisonniers, contre en moyenne un gardien pour 12 à 30 prisonniers dans les autres prisons. Et donc forcément, un tel dispositif de sécurité, ça donne envie de s'échapper. Et c'est ainsi qu'en 29 ans, sur les à peu près 270 prisonniers que comptait la prison, 36 ont tenté de s'évader. Et là, en vrai, si la plupart ont été rattrapés ou tués, certains ont plus ou moins réussi leur coup. Ah, donc il y a vraiment des gens qui ont réussi à s'enfuir d'Alcatraz? Alors techniquement oui, mais il y a encore des zones d'ombre sur l'affaire des évadés d'Alcatraz. L'histoire commence en décembre 1961 avec 4 prisonniers. En fait, il y a d'un côté 2 frères, Clarence et John Anglin, et 2 autres détenus, Frank Morris et Allen West. Et donc le quatuor se connaît, ils s'étaient déjà rencontrés dans un autre pénitencier. Et donc très vite, là, ils sont à Alcatraz, c'est vraiment la merde, et ils veulent mettre au point un plan. Et l'idée est très simple, c'est de s'échapper par le toit, de fabriquer de fausses têtes pour tromper les gardiens et retarder l'alerte de l'évasion. Mais aussi de fabriquer un radeau pour survivre dans les courants forts qui entourent la prison. C'est pratique pour ne pas mourir noyé. Et donc, grâce à leurs différents emplois, ils vont voler énormément de matériel. Et donc, en parallèle, chacun va creuser autour de la grille de la ventilation dans sa cellule, en s'entraidant. Pendant que l'un creuse, l'autre monte la garde. Faut quand même préciser que les cellules des 2 frères sont assez proches, tout comme celles des 2 autres complices. Et après, les morceaux de mur retirés étaient glissés dans leurs pantalons avant d'être lâchés pendant la promenade. Parce que vous imaginez bien, quand les gardiens vont faire une inspection de la cellule, faut pas qu'ils voient qu'il y a des morceaux qui s'effritent, parce que sinon il y a une merde. Ah ouais, ils étaient super organisés, les gars. En fait, ils étaient plutôt discrets et malins. Ils ont pu bricoler comme ça pendant plus de 6 mois. Ça devait être un petit stress constant, quoi. Les 4 hommes avaient effectivement pensé à tout. Concernant les fausses têtes, ils les avaient fabriquées avec du papier toilette, du savon, de la peinture et des cheveux récupérés chez le coiffeur de la prison où Clarence travaillait. Quant au radeau de fortune, il était construit avec de la colle et une 50aine d'imperméables d'anciens détenus. Et du coup, une fois qu'ils ont fabriqué tout leur matos et qu'ils ont créé une brèche dans le toit, ils choisissent leur date d'évasion, le 11 juin 1962. Et là, à 21h30, juste après l'extinction des feux, nos 4 fugitifs placent leurs fausses têtes dans leur lit, histoire que les gardiens n'y voient que du feu, et ils se faufilent dans leurs tunnels respectifs pour sortir de leur cellule. Malheureusement, c'est quand même la merde, mais Allen West n'arrive pas à sortir de son tunnel car il n'est pas assez grand, et donc il reste sur place. Mais les 3 autres détenus grimpent sur le toit, ils franchissent les clôtures de barbelés et ils s'enfuient. Et l'heure officielle de leur évasion est 23h. Et c'est seulement le lendemain matin que la fuite a été remarquée. C'est trop stylé! Comment ils ont dû être trop fiers d'avoir pu berner tous les gardiens d'Alcatraz. Le truc, c'est qu'on n'a jamais eu de nouvelles de ces évadés. En fait, ils ont totalement disparu. On va se dire, c'est un peu finalement la rançon du succès, c'est que quand tu t'évades et que personne te retrouve, c'est que tu as réussi. Mais il y a quand même eu un très gros dispositif pour les retrouver. Il y a eu des avions
avions, des bateaux, des chiens et des policiers qui ont été réquisitionnés. Et on a tout quadrillé. Mais comme en vrai on n'a retrouvé ni signe d'agression ni de corps, dans le sens où si les 3 évadés réussissent à retourner sur le littoral, ils vont peut-être agresser des gens pour piquer leurs affaires, leurs fringues et tout, mais non, il n'y a pas eu de ça. Et donc on a conclu qu'ils s'étaient sans doute noyés. Là la question se pose, est-ce qu'ils ont vraiment réussi à s'échapper avec une autre identité et donc à passer totalement incognito depuis lors, ou sont-ils morts, noyés, comme le dit le FBI? Eh bien encore aujourd'hui, le mystère reste entier. Et bien voilà la Poiscaille, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ouais, ils sont trop impressionnants ces gars. Franchement, ça donne presque envie d'aller en prison pour faire la même chose. Alors oui, c'est quand même une belle idée de merde quand même. À part si peut-être vous vous faites enfermer au Mexique. Ouais, parce que pour l'anecdote, en fait, le Mexique ne pénalise pas l'évasion en tant que telle depuis 1930. Donc en gros, le droit mexicain reconnaît l'envie de liberté à tout le monde, et notamment aux prisonniers. Bon go monter un trafic là-bas alors. Bon après, fais quand même gaffe, parce que les gardes de prison ont quand même le droit de tirer sur les gens qui surprennent en train de s'évader. Donc c'est pas le meilleur plan de l'année, et puis je rappellerai aussi que le Mexique, niveau sécurité, c'est quand même plutôt moyen, quoi, tu vois. Dans tous les cas, si un jour vous vous faites enfermer pour X ou Y raison, jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour votre liberté ?